Il est 20 h, vous êtes bien sur Noah, c'est l'heure du rattrapage. Une demi-heure pour faire le tour de l'actualité, des temps forts de l'actualité en Nouvelle-Aquitaine cette semaine, en compagnie d'un grand témoin. Aujourd'hui, Philippe Poutou, notre invité, candidat à l'élection présidentielle de 2017 sous les couleurs du nouveau parti anticapitaliste et délégué CGT de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Je le disais, délégué CGT Ford, on n'arrête pas d'en entendre parler, ça fait une dizaine d'années. Le plan de licenciement de Ford a été retoqué cette semaine. Très concrètement, on en est où ? C'est difficile à dire, à part le fait qu'on est très mal barré, évidemment, qu'il y a plus de probabilités pour que cette usine finisse par fermer. Mais ceci dit, on résiste comme on peut, on bataille. Et c'est vrai que le retocage du PSE, pour nous, c'était une bonne nouvelle parce que ça permettait de prolonger de quelques semaines une période qui nous permettrait de donner plus de chance à une reprise éventuelle. Voilà, on est dans cette bataille-là. C'est un bras de fer avec Ford, évidemment, avec le repreneur, parce que tout n'est pas si simple de ce côté-là. Et puis avec l'État, on essaie de bousculer pour qu'au bout du compte, il y ait une solution qui soit viable pour l'ensemble des salariés. Il y a 950 emplois à la clé. On l'a vu, il y a une espèce d'union sacrée, de gauche comme de droite, des politiques qui sont avec vous. On se souvient qu'Alain Juppé avait salué votre action que vous menez depuis une dizaine d'années. Quoi qu'il en soit, quelle peut être la solution pour l'État ? C'est de dire on nationalise le site et on fait un accord avec Punch, les repreneurs. Comment on fait ? C'est vrai que, de toute façon, c'est difficile pour les élus locaux ou même pour le gouvernement de ne pas soutenir une bataille pour sauver l'usine, les emplois directs et les emplois induits. Donc c'est vrai qu'on a eu des soutiens de ce côté-là, en tout cas des déclarations. Mais nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que ça aille au-delà des déclarations et qu'il y ait une vraie action gouvernementale, une vraie intervention de l'État qui permette d'imposer une solution qui soit autre que la fermeture de l'usine. Donc là, aujourd'hui, on voit bien que nous, on pousse pour qu'il y ait des solutions radicales, ce que le ministre Le Maire appelait comme solution originale. Et nous, on pense, oui, il faut que l'État intervienne, il faut qu'il prenne l'usine en main, qu'il se réapproprie l'outil de travail et qu'il le rende disponible pour une activité derrière. Parce qu'on a bien vu, tout le monde a bien compris que Ford veut fermer, Ford veut se débarrasser de cette usine-là, se moque complètement de ce qu'il peut y avoir derrière. Et donc, forcément, il y a une décision politique à prendre. Donc, c'est un peu tout l'enjeu ces derniers mois, d'arriver à faire que l'État intervienne réellement. Et au bout du compte, soit aider à ce qu'il y ait un repreneur, donc permettre à ce que le repreneur Punch, puisque c'est de lui dont il s'agit, puisse concrétiser son projet et derrière ce repreneur-là, c'est la question des clients qu'il peut y avoir. Comment l'État peut intervenir pour concrétiser des commandes de clients qui soient fermes et qui permettent de donner toutes les chances à une reprise. Donc c'est un peu tout ça qui se passe en coulisses. Et nous, on espère qu'au bout du compte, effectivement, même si on a malheureusement peu de raisons d'espérer, mais ceci dit, nous, on se dit qu'il ne faut pas baisser la tête. Donc la bataille, elle est à mener jusqu'au bout. On va en parler dans un instant, parce qu'il n'y a pas que les constructeurs américains qui baissent pavillon. À Ingrande, dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, Renault se désengage de ses commandes aux fonderies Alu et Fonte. Il y a 750 emplois qui sont aujourd'hui menacés. On regarde ce reportage et on en parle juste après. Tous unis pour défendre les fonderies Alu et Fonte menacées. Deux entités différentes réunies sur un même site, l'un fabrique des carters et l'autre des culasses. Aujourd'hui, les deux sont en redressement judiciaire. Les 750 salariés sont inquiets à l'image de Michael et Jérôme. Cette ambiance, elle est logique. Tout le monde a peur pour son emploi, donc forcément, on n'a pas le moral, quoi. C'est comme ça. C'est la crise. Sur le bassin Châtel-Rodet, si ça continue comme ça, on va être obligé de déménager, quoi. Trouver du travail ailleurs. Renault céderait ses marchés au groupe anglais Liberty House, spécialisé dans l'aluminium. Cette firme est la seule en lice pour reprendre Alu et Fonte avec un risque fort de perte d'emploi. Les délégués du personnel CGT souhaitent le retour des commandes de Renault, le principal client. Renault peut aussi proposer de la diversification. On ne fait pas que des culasses, il y a d'autres pièces en aluminium. Donc la transition écologique et énergétique que propose le gouvernement dans l'automobile, on est capable de la faire ici et non pas comme Renault est en train de le faire, d'investir 100 millions d'euros en Turquie et au Brésil pour ouvrir des fonderies d'aluminium. Nous, on est disponible à Ingrande, donc on est prêt à prendre tous les projets. C'est un choix politique de Renault avec la complicité du gouvernement, parce qu'à preuve du contraire, l'État est actionnaire chez Renault. Les fondeurs ne veulent pas que leur usine devienne un musée. Accompagnés de 250 autres manifestants, ils se sont rassemblés symboliquement à Châtellerault devant le centre de formation du constructeur Renault. Les salariés sont bien décidés à se battre. Philippe Poutou, on a l'impression d'entendre exactement la même histoire que votre combat à Ford Blanquefort. Est-ce que ce n'est pas finalement la fin d'un cycle ?
Bon, on espère que non. Là, déjà, c'est vrai que c'est marrant de revoir des images comme ça, parce qu'il y a 10 ans, l'État allait les soutenir, parce que leur histoire, elle est aussi ancienne que la nôtre. Finalement, ils sont menacés de fermeture depuis très longtemps. On a eu plusieurs rendez-vous ensemble sur le parking de l'usine à Châtellerault. Et c'est vrai que, voilà, on est dans des mêmes logiques. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, Ford, comme Renault, comme PSA, comme l'ensemble des constructeurs automobiles, fonctionnent de la même manière, ont les mêmes politiques et au bout du compte, le même mépris des salariés. Parce que derrière, c'est la rentabilité, c'est la compétitivité, enfin, c'est toutes ces logiques-là qui sont en place. Donc là, ce que vous appelez, vous, la fin d'un cycle, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que ça fait des décennies qu'on subit ça, ces logiques-là, qui se finissent par des fermetures d'usines, par des licenciements. Et qu'on voit arriver. Et voilà. Et en plus, c'est vrai, tout à fait, c'est des chroniques qui sont presque annoncées. Et du coup, le rôle de l'État, est-ce que ce ne serait pas plutôt de prévenir cette longue chute en essayant de la stopper et peut-être de prendre l'initiative, puisqu'on parle beaucoup d'autres moyens de transport alternatifs, hybrides, électriques, c'est peut-être l'État qui peut jouer à la manœuvre. Mais certainement, il y a des choses à faire, certainement, plutôt que de revendiquer presque une sorte d'impuissance, parce que c'est vrai que les dernières années, ça fait des décennies même, que finalement l'État s'est construit sa propre impuissance. Plus ils ont donné du pouvoir aux multinationales, aux grosses entreprises, moins ils se sont donné les moyens d'agir là-dessus. Donc le problème maintenant, c'est qu'il va falloir faire des choix politiques. C'est que l'État, il va falloir qu'il intervienne beaucoup plus radicalement et qui justement stoppe ces logiques-là. Et comme vous le dites, on sait qu'il y a des perspectives industrielles, on sait qu'aujourd'hui, la question environnementale, il y a des choix politiques à faire, des choix économiques à faire qui permettent justement de répondre à des besoins de la population et qu'il y a besoin de répondre à une urgence climatique. Donc, et la question du transport, donc la question de l'automobile notamment, elle est au cœur de tout ça. C'est pourquoi l'État ne prend pas en main ce secteur économique-là et ne décide pas de dire, voilà, on va développer là-dessus parce que ça correspond à des besoins sociaux, à des besoins environnementaux. Et donc, il faut absolument que l'État intervienne directement politiquement. Alors, cette semaine, dans l'actualité également, il y a eu ce refus de Bruxelles de la fusion entre Alstom et Siemens. Pour un petit rappel, Alstom, c'est plus de 2000 emplois à La Rochelle. Bruxelles a dit pas de géant dans le domaine des transports, ce qui est un peu ridicule, face à la Chine et face à la puissance chinoise, en disant non, on ne va pas se battre dans la même cour, sauf que la Chine, elle vend déjà des trains en France depuis 2016. On est un peu en train de marcher sur la tête, non ? C'est des entreprises rentables qui fonctionnent bien, il y a un vrai marché, on est face à des géants chinois et Bruxelles dit non. Oui, de toute façon, que ce soit face à des géants chinois, que ce soit des questions de fusion, c'est-à-dire de constituer des groupes plus forts ou l'inverse, le problème c'est la logique de fond ou la logique de base. C'est-à-dire si c'est le raisonnement, c'est plus de pognon pour les actionnaires, si c'est plus d'argent pour les financiers, de toute façon, quel que soit le choix, on va à la catastrophe. Donc là, on voit qu'il y a un exemple particulier par rapport effectivement à l'industrie chinoise, mais globalement, de toute façon, on est tout le temps sacrifié dans toutes ces histoires-là. Donc le problème qui est posé, c'est le fond même de l'Union européenne, mais comme le fond même des politiques des différents États. C'est qu'à partir du moment où ils sont au service des grosses puissances financières, à partir du moment où ils sont tout le temps en train de servir ou de répondre aux exigences des actionnaires, des financiers, des banquiers, on voit bien que de notre côté, ça se passe mal pour la population et les salariés. Donc c'est ça qu'il faudrait arriver à retourner. Et pour retourner ça, ça pose un problème de rapport de force, ça pose le problème qu'à un moment donné, population et salariés relèvent la tête et exigent justement des politiques sociales dont on sait, ce qu'on disait juste avant, qu'il y a la possibilité de répondre socialement et qu'il peut y avoir une industrie qui soit propre, qui soit sociale, mais ça, il faut l'imposer par en bas. On va en parler dans un instant, mais on parlait des difficultés pour les grands, mais il y a aussi des difficultés pour les plus petits. Illustration à Agetmo, dans les Landes. Le dernier abattoir municipal du département est menacé de fermeture. Son principal client a décidé de faire tuer ses bêtes ailleurs. 17 emplois sont sur la sellette. Ce matin, le dernier abattoir municipal des Landes était en activité, mais pour combien de temps ? La menace viendrait de l'entreprise Bayer, voisine de l'abattoir, et rachetée par le groupe basque Agour. Le charcutier aurait annoncé à la mairie la fin de l'abattage de ses porcs à Agetmo, soit 45% du volume traité. Un coup d'arrêt, le maire a décidé de ne plus gérer le site, dont les comptes sont tout juste à l'équilibre. Je prends mes responsabilités, je ne veux pas mettre en péril les finances de la commune en continuant à faire fonctionner cet abattoir qui sera fatalement déficitaire et de manière assez importante. Dans le département, c'est encore le seul abattoir avec une chaîne dédiée à la filière porcine, un outil indispensable à la survie de ce producteur de porcs fermiers. L'abattoir est vraiment
le départ de notre histoire, puisque aujourd'hui, si on ne tue pas les porcs à Agenmo pour des produits en vente directe, produits locaux, il n'y a vraiment plus de raison de s'appeler produits locaux. On ne va pas amener des porcs à 200 km pour les faire tuer avec les normes bien-être animal et tout ce qui s'ensuit, et les ramener ici pour les vendre sur la commune d'à côté. On perd vraiment l'origine du produit local. Avec ou sans l'entreprise Baillet, la communauté de communes de Tursan-Chalosse devrait reprendre la gestion de l'établissement. Pour l'heure, le groupe Agour nous a confirmé ne pas avoir pris de décision quant à la poursuite de sa collaboration avec l'abattoir d'Agetmo. Le nombre d'emplois maintenus en dépendra. Philippe Poutou, on parlait à l'instant de Bruxelles, qui ne veut pas d'un géant franco-allemand dans les transports, mais qui autorise en revanche certaines bonnes nouvelles pour l'industrie locale, et notamment au japonais Taisho, qui est un spécialiste des médicaments sans ordonnance, reprendre le site du UPSA à Agen. Cette semaine, les 1300 salariés ont rencontré leur futur patron et qui leur a annoncé que finalement Agen sera la tête de pont de cette industrie en Europe. Autre image de la semaine dans l'économie de la région, la livraison des 5 premiers Rafales sur la commande de 36 chasseurs passés par le Qatar à Dassault, option de 36 supplémentaires qui va peut-être être levée. On annonce également l'arrivée prochaine d'ingénieurs et des recrutements chez Dassault. Ça peut peut-être être une piste pour les anciens de chez Ford ? Je ne sais pas, mais en tout cas, question armement, on pourrait justement discuter d'un secteur qui pourrait être reconverti, parce que si c'est pour faire des engins de mort et puis qui permettent de massacrer des peuples dans d'autres pays, on n'est pas forcément pour. Donc là, la question de l'emploi est forcément posée, évidemment. Donc d'un côté, quand Dassault annonce ou des marchés supplémentaires, des productions supplémentaires, donc derrière un peu plus d'emplois, on pourrait dire tant mieux, mais on pourrait aussi discuter de la qualité de ces emplois-là, donc de l'urgence qu'il y aurait aussi de discuter de qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de produire, qu'est-ce qui serait utile à la société, et donc c'est arrivé à faire ces deux choses en même temps. D'un autre côté, il y a l'union sacrée, on le disait tout à l'heure, des politiques de gauche et de droite qui vous soutiennent. Ouais. On pourrait peut-être imaginer une union sacrée des industriels du secteur, de l'agglomération bordelaise, voire de la Nouvelle-Aquitaine, qui pourrait venir aussi vous donner un coup de main, non ? Ben ouais, mais ça, cette union sacrée, elle n'existe pas à partir du moment où leur problème, c'est pas tellement d'embaucher ou c'est pas tellement de préserver des emplois. Leur problème, c'est encore une fois augmenter des gains de rentabilité et puis d'avoir des dividendes plus importants pour les actionnaires. On est dans cette contradiction-là. On voit bien que l'emploi, le social, il paye très cher ces logiques-là. Donc en fait, la véritable convergence ou la véritable unité ou union qu'il pourrait y avoir, ce serait justement population salariée avec effectivement les acteurs des collectivités locales, territoriales, parce qu'on aurait tous intérêt, par contre, à ce qu'il y ait un niveau social et un niveau d'emploi correct dans des régions. Donc comment on mène cette bataille-là ? Mais c'est obligatoirement une bataille contre des logiques qui sont destructrices, celle de Ford, celle de ce qu'on a vu avec les fonderies, ou celle qu'on voit même y compris dans l'agriculture, parce qu'on s'aperçoit que les producteurs, quel que soit le secteur d'activité, sont victimes des mêmes logiques financières. Le paysan, il est victime de ça, le petit commerçant, le petit artisan, tout le monde est victime de quelque chose qui est en train de nous écraser. Et donc, c'est comment on réagit face à ça. C'est pour ça que le problème, il est posé, effectivement, dans la population, comment il peut y avoir une unité, comment on peut arriver... que ce soit entendu d'en haut. Oui, puis qu'on impose des choix sociaux et des choix politiques qui soient différents. C'est pour ça que, de ce point de vue-là, le mouvement des Gilets jaunes, c'est une réponse à ça. Parce que finalement, il y a une colère de la population. Il y a des messages, il y en a ras-le-bol. Et il y a des messages qui peuvent être entendus, notamment par le chef de l'État qui a organisé le grand débat national, qui parfois l'anime. Et parmi les mesures mises en place pour le pouvoir d'achat, la prime exonérée de charges sociales. L'hôpital de Confolens, c'est en Charente, veut la distribuer à ses 300 salariés. Vous allez le voir, pour l'instant, l'hôpital n'a pas le droit de le faire. Une activité record en 2018. Médecine, imagerie, taux d'occupation des lits. Au centre hospitalier de Confolens, tous les voyants sont ouverts. Une dynamique qui a permis de faire des excédents et d'envisager de payer une prime aux salariés de cet établissement public. 50 000 € pour verser 300 fois 500 € par personne. Maintenant, ce n'est pas moi qui ai la main. Il faut, pour pouvoir verser une prime dans le secteur public, qu'il y ait un texte d'un ministre qui le permette. Donc aujourd'hui, on fait une démarche pour dire le résultat de cet hôpital, c'est le travail de 310 personnes. On voudrait qu'il y ait un intéressement collectif, une reconnaissance d'un travail qui était efficace. Une prime pour remercier les salariés. L'hôpital a connu une période difficile lorsque l'État a signé la fin des emplois aidés. Pour intégrer ce personnel, il a fallu faire des sacrifices. On a été obligé de diminuer un petit peu nos RTT parce que les temps étaient un petit peu compliqués. Et aujourd'hui, cette prime va permettre d'avoir une reconnaissance pour tout l'ensemble du personnel de l'hôpital. Et je pense que de ce côté-là, tout le monde est satisfait. L'esprit d'équipe qui anime ce petit hôpital de proximité
a permis de diminuer le temps d'attente aux urgences et de faciliter l'arrivée de nouvelles activités. La prime serait donc pleinement justifiée. C'est une très bonne idée pour tous les agents, les contractuels, les titulaires. C'est vraiment très important, je pense. Quand tout le monde va dans le même sens, quand tout le monde fait des efforts, c'est bien que tout le monde soit récompensé. La direction et le conseil de surveillance de l'hôpital ont adressé leur demande à la ministre de la Santé au titre d'une expérimentation. Je pense que c'est un bon message à envoyer et nous on répond à notre président. Une prime très bien, défiscalisée pour le secteur privé, pourquoi pas pour le secteur public quand c'est possible. Un intéressement que l'on trouve ici ou là dans les collectivités, mais qui n'existe pas pour les hôpitaux publics. Cette prime exonérée de charges sociales, ça fait partie des réponses du gouvernement face aux réclamations des Gilets jaunes. Après 3 mois de mobilisation, cette semaine, ils vous ont rejoint. La CGT a organisé une grande manifestation. Beaucoup de Gilets jaunes, notamment en Nouvelle-Aquitaine, ont rejoint les cortèges. Vous avez l'habitude des conflits, de mener des conflits, mais également de sortir des conflits et de trouver des fins de crise. Est-ce que vous pouvez peut-être aider les Gilets jaunes à mettre un terme à cette mobilisation ? Non, je ne pense pas que ce soit d'actualité. Il y a une mobilisation depuis novembre, 3 mois de forte mobilisation qui surprend par sa forme, par son contenu et par sa longévité même. Donc, mais nous, on est pour que ce mouvement-là il continue. Parce que le problème qui est posé dès le départ, il est loin d'être résolu. Parce que là, vous parlez de la prime Macron, mais en fait, la question, c'est des revenus tout simplement qui permettent de vivre décemment. Donc, c'est du salaire, c'est des pensions pour les retraités, c'est un niveau de vie suffisant, y compris pour les personnes handicapées, qui ont des minima sociaux qui sont largement insuffisants pour vivre. Donc comment on arrive à imposer justement cette reconnaissance-là? Comment, à un moment donné, les richesses dont on sait qu'elles existent, puisqu'on voit des fortunes, on voit des revenus patronaux, des actionnaires, on voit des fortunes personnelles énormes, donc on sait très bien que de l'argent, il y en a. Donc comment cet argent-là est redistribué dans la population? Comment, en fait, tout le monde pourrait vivre normalement, décemment, avoir un logement, se soigner, pouvoir se transporter? C'est ça. Donc la revendication du mouvement, c'est celle-là. Donc là, aujourd'hui, c'est pas obtenu. Donc en fait, la question qui est posée, c'est comment ce mouvement-là se construit, se renforce et comment à un moment donné, il arrive à imposer au gouvernement des politiques vraiment sociales et qui répondent aux besoins urgents de la population. Donc l'actualité, c'est plutôt le problème politique qui est posé, c'est comment ce mouvement-là, il se développe. Et c'est pour ça que c'est important ce qui s'est passé samedi dernier, effectivement, mardi dernier. La jonction qu'il pourrait y avoir entre un mouvement syndicaliste qui est passé un peu à côté depuis le début du mouvement des Gilets jaunes et le mouvement des Gilets jaunes, comment il peut y avoir cette jonction-là, comment il peut y avoir tout simplement une population qui retrouve confiance en elle-même et qui se dit, ben voilà, on va relever la tête, on va se battre, on va défendre notre dignité et notre niveau de vie. Justement, parmi les revendications, il y a le manque de soutien de l'État et l'abandon des services publics de proximité. Illustration, c'est en Corrèze, à Pompadour, où la ligne TER Limoges-Brive est en totale déshérence depuis une dizaine d'années, alors qu'elle est utile et nécessaire. 8h47, la navette pour Objat s'apprête à quitter Pompadour. À son bord, personne, comme souvent. J'ai rarement du monde dessus. On décolle à 6h le matin à Pompadour, on termine à 10h sur Objat et on reprend le soir à 17h jusqu'à 20h. C'est-à-dire que toute la journée, ils doivent rester ou sur Brive ou sur Objat, les personnes, ça peut être décourageant, quoi. Sans parler des temps de trajet, comptez 2 heures pour un Brive-Lubersac sur une route sinueuse et ces derniers jours, verglacée. Une situation qui exaspère le maire de Pompadour. Alain Tisseuil milite pour la réouverture de la ligne ferroviaire, mais sur le modèle du TER Brive-Tulle, avec des horaires enfin adaptés aux heures d'embauche. Lubersac-Pompadour, il y a à peu près 2000-2500 emplois directs, c'est-à-dire des gens qui travaillent à Pompadour ou à Lubersac, mais qui n'habitent pas ici, qui viennent ou de Brive ou de Limoges ou d'Objat ou de Lavin. Et ces gens-là, il faut absolument qu'on leur trouve un moyen moderne et écologique de déplacement pour aller à leur lieu de travail. Voilà, notre car arrive en gare d'Objat pour une correspondance avec le TER pour Brive. Du provisoire qui dure car il faut réparer et rénover la voie. Et pour cela, il faut des financements. D'abord, c'est à Vignoles qu'il faut réparer la voie abîmée par l'éboulement d'un talus. Comptez 350 000 €. Abattu par une tempête en juillet, il faut aussi rétablir la ligne téléphonique nécessaire au fonctionnement des dispositifs de sécurité. Enfin, il faut remplacer 10 km de ballast pollués par de la terre entre Saint-Thirier et Objat, un chantier à 3 millions d'euros. SNCF Réseau refuse d'engager ces travaux parce que la loi, entre guillemets, l'y interdit. C'est-à-dire que si aujourd'hui SNCF Réseau doit faire des travaux, ça doit forcément
impliquait une modernisation, un saut de technologie, passer sur une voie moderne, alors, qui permettrait de gagner beaucoup de temps et de rouler plus vite, mais par contre qui coûte beaucoup plus cher. 85 millions d'euros, c'est ce qu'il faudrait pour remplacer ces rails et ces traverses centenaires. Inscrite au contrat de plan État-Région 2015-2020, cette modernisation aurait déjà dû intervenir entre Brive et Objat et entre Nexon et Saint-Thirier, 31 millions d'euros au total que l'État n'a toujours pas versé. Voilà, vous l'aurez compris, la réouverture de ce Brive-Limoges n'est pas une priorité pour le ministère des Transports. Et en Corrèze, ce n'est pas la seule ligne menacée. Faute d'horaires adaptés et donc de voyageurs et donc de travaux, le Brive-Périgueux, le Brive-Aurillac et le Tulucel sont également sur la sellette. Autre combat, celui que mène l'agriculteur charentais Paul François contre Monsanto. Intoxiqué par un herbicide, il avait gagné contre le géant de l'agroalimentaire avant de voir la décision cassée et de se retrouver cette semaine en appel devant la cour d'appel de Lyon. C'est la seconde fois que Paul François entre dans cette salle d'audience de la cour d'appel de Lyon. Il est accompagné des membres de l'association Phytovictimes. La députée de Sévrienne, Delphine Bateau, présidente de Génération Écologie, est venue le soutenir. Mais devant les juges, l'avocat de Monsanto reste intraitable sur la non-responsabilité de la firme. Lisez son ouvrage, vous l'avez peut-être fait, relisez-le attentivement. Il dit très clairement qu'il savait pertinemment qu'il s'agissait de produits dangereux. Il dit d'ailleurs qu'il a pris des mesures pour les stocker à un endroit précédé d'un panneau qui est danger. Il le savait pertinemment. Et il dit aussi dans son ouvrage qu'il a été négligent le jour J. Voilà, ça n'est pas Monsanto qui le dit, c'est Paul François qui le révèle. Pour l'agriculteur charentais, c'est sans surprise qu'il retrouve les mêmes arguments que la défense avançait ici même en 2015. La mauvaise foi de Monsanto est toujours aussi flagrante. Et puis, je dirais, toujours aussi blessant quand vous avez vu cette avocate à la fin et qui dit, mais voilà, c'est pas un accident, c'est des qu'en dira-t-on. Au cœur de cette nouvelle audience, le lasso, un herbicide interdit en France depuis 2007. Pour l'avocat de Paul François, à l'époque des faits en 2004, Monsanto n'a pas prévenu de manière explicite que ce produit était dangereux pour ses utilisateurs. Monsanto n'indique pas sur ses étiquettes qu'il y a la moitié du produit qui est constitué de monochlorobenzène qui est extrêmement dangereux. On n'indique pas sur ses étiquettes que quand on nettoie une cuve, il faut faire attention et prendre des masques respiratoires. On n'indique à aucun moment qu'il faut utiliser des appareils de protection respiratoire. Donc tout ça, ça aurait dû être fait par Monsanto. Ça a été retenu par le tribunal, par la cour d'appel. Donc aujourd'hui, on est serein sur cette question-là. La cour d'appel de Lyon rendra son jugement le 11 avril prochain. S'il est favorable à Paul François, il faudra néanmoins revenir dans près d'un an devant la justice pour conclure sur la question des indemnités. Philippe Poutou, ce combat, c'est celui de David contre Goliath. Et ce type de combat va se multiplier, on l'imagine en tout cas. Oui, sûrement. Ouais. C'est vrai que malheureusement, tous les combats se ressemblent de ce point de vue-là. C'est qu'il y a les petits, ceux qui essaient de résister pour leur vie, pour leur santé. Là, c'est quand même face à des politiques criminelles, en fait, des grosses industries. Là, c'est l'agrochimie, on voit tous les problèmes qu'il y a derrière, quoi, parce qu'il y a aussi les agriculteurs qui sont concernés directement, puis après c'est la malbouffe, enfin voilà, c'est tous les riverains, et puis c'est l'alimentation derrière. Et on se retrouve effectivement des fois démunis, quoi, des combats où on a l'impression qu'on ne peut pas gagner, mais comme nous devant Ford, comme des tas de gens aujourd'hui dans des combats quotidiens. Mais là, le problème, c'est aussi, on voit l'actualité sociale, par exemple, là, on voit un gouvernement qui vote une loi d'urgence contre les casseurs dans les manifestations. Après, on pourrait se poser la question, pourquoi il n'y a pas des lois d'urgence qui permettent de donner aux États des moyens d'agir contre des politiques criminelles qui sont celles de Monsanto, qui sont celles de tous ces gros industriels qui en fait se moquent complètement à la fois des salariés, des conditions sociales et y compris de la santé des gens. Donc il faut absolument à un moment donné des choses qui soient radicales, qui permettent de défendre les populations. Donc là, comment nous en bas, comment des agriculteurs, comment des gens de la population, même tout à l'heure le reportage intéressant sur la question des lignes de chemin de fer, comment une population peut défendre son train, son école, son bureau de poste, parce que tout ça c'est posé au quotidien dans plein d'endroits. Et donc on voit bien qu'à chaque fois on est toujours un peu démunis, on est toujours victime de logiques qui nous dépassent. Et donc, c'est comment on inverse tout ça. Et ça pose le problème d'une révolte, d'une colère, d'une population qui... qu'elles sont entendues. Qu'elles sont entendues, mais donc, au-delà de se faire entendre, c'est comment on impose, à un moment donné, des trucs tout simples, quoi. Une politique qui réponde aux besoins des gens. Et le rôle de l'État ou des pouvoirs publics, c'est quand même un peu celui-là. Donc, voilà, la bataille, elle est là. Il va falloir unir tout ça et faire converger. On va poursuivre ce 20h, le rattrapage, avec ce qui a fait l'actualité sur les réseaux sociaux cette semaine en Nouvelle-Aquitaine, l'instant web consacré à la difficile cohabitation entre un habitant de la Vienne et le clocher de son village.
vraiment la vie du village. C'est vraiment la vie, oui. Vraiment, c'est la vie du village. Et moi, étant gamin, quand on a fait notre communion avec les copains, on s'est né les 3 cloches en même temps. Donc c'était quand même autre chose. Et vous n'êtes pas prêt à renoncer à ça? Et je suis pas prêt à renoncer à ça. J'ai envie que les cloches sonnent. À 7 h du matin, quand on a des enfants ou des petits-enfants et que c'est branle-bas de combat comme s'il y avait la guerre qui était déclarée, ça me dérange. Parce que c'est un bruit, il est 3 fois supérieur à la norme admissible. C'est beaucoup trop pour moi, oui. C'est juste un habitant dans le village qui veut peut-être faire parler de lui, mais ça fait partie du patrimoine de l'église, donc il ne peut pas enlever l'église. À voir sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Alors, on parlait au début de cette émission de la nécessaire adaptation de l'outil de production, l'outil industriel et des hommes également. Et puis, il y a à l'opposé, à Montignac, en Dordogne, une entreprise qui perpétue la même tradition et la même façon de fabriquer depuis 1780, les pastels Giraud. C'est un secret de fabrication vieux de 239 ans. Un mélange de pigments et de kaolin, de l'argile blanche. Là, en fait, je suis en train de mélanger les différents composants de la couleur pour avoir une pâte homogène pour qu'il n'y ait plus de traces de pigments seuls. Voici comment débute la fabrique de pastels. Avec cette machine, automatisée depuis 50 ans, Stéphane façonne ses petits bâtons, comme au XVIIIe siècle. C'est particulier de se dire qu'avant vous, il y a 7 ou 8 générations qui ont travaillé sur cette machine, effectivement. Ouais. C'est toujours une transmission, toujours. Le grand-père qui a appris au père, qui a appris à l'oncle, qui m'a appris. Et moi, je devrais apprendre à quelqu'un qui prendra la suite, j'espère, dans quelques dizaines d'années. Avec Karine, sa femme. Ça y est, t'en es à ta dernière planche à découper? Ouais. Ils ont quitté Paris en 2016 pour reprendre l'entreprise familiale, les Pastels Giraud, nés en 1780. En 1927, monsieur Georges-Henri Petit a racheté l'entreprise à la veuve Giraud. Et donc c'est mon arrière-grand-oncle, le grand-père de mon oncle auquel je succède. Et donc là, je suis la 4e génération dans notre famille. Dans le monde, c'est la plus ancienne fabrique artisanale de pastels encore en activité. Un produit délicat, soigneusement inspecté, avant de rejoindre la 50aine de compositions proposées. Historiquement, le nuancier originel comporte 526 teintes. Depuis quelques dizaines d'années, nous n'en produisons que 300. Des palettes déclinées par thème, par couleur et même un petit clin d'œil. Depuis 1998, les Pastels Giraud sont installés proches des grottes de Lascaux. Et quand on a repris avec mon mari, nous avons créé la palette art pariétal. Et en hommage aux artistes pastellistes, le couple a fondé cette galerie d'art pour mettre en lumière cette discipline encore méconnue du grand public. Philippe Poutou, on se retrouve sur le plateau de 20h le rattrapage pour une question traditionnelle. Quelle est pour vous l'image de la semaine de l'actualité en Nouvelle-Aquitaine ? Ça va être la bataille qui est menée du côté des fonderies du Poitou, comme la nôtre du côté de Ford, contre les fermetures, contre les menaces qui pèsent sur nous tous, quoi. Et en fait, pour la défense des emplois, cette idée qu'il ne faut pas qu'on se résigne, qu'il faut qu'on... Vous mobilisez tout le temps et que vous continuez. Il y a même un concert de... Voilà, donc nous on prévoit un concert le samedi 2 mars à la salle des fêtes du Grand Parc à Bordeaux. Un concert avec Cali, avec les Hurlements de Léo, avec The Yen, avec... il y a d'autres artistes qui viennent. Voilà. Et alors, c'est pas juste... c'est un concert qu'on appelle de solidarité, donc pour montrer la solidarité des artistes, la solidarité même y compris d'une partie du milieu culturel bordelais. Et puis c'est un acte de résistance en fait, parce que c'est aussi montrer qu'on se bat, qu'on reste déterminé, qu'on lâche pas. Et donc c'est un appel à la population, à tout le monde, pour dire qu'on est tous concernés, qu'il y en a ras-le-bol de tout ce qui se passe et qu'à un moment donné il faut que ça change. Et bon, voilà, c'est tout ça qu'on veut faire passer. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Poutou d'avoir été l'invité de 20h le rattrapage. Et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, sur Noah.